Ce programme vous est présenté par la Fabrique de l'Industrie, laboratoire d'idées. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à Orléans, en région Centre-Val de Loire, pour cette nouvelle étape de Smart Industries, une émission organisée par Be-Smart for Change. Nous sommes ici au cœur de l'industrie, au cœur d'une entreprise emblématique de la région. Nous sommes au siège de Duralex, ces producteurs de verres de table que tout le monde a déjà tenu dans sa main. Le centre Val-de-Loire, situé à une petite heure de Paris, dispose de nombreux atouts pour redonner une dynamique industrielle à son territoire. Et c'est avec mes trois invités que nous allons comprendre comment les acteurs de la région se mobilisent pour assurer ce rebond industriel. C'est parti, c'est Smart Industries. Et je suis en compagnie de Caroline Granier, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie et aussi coordinatrice des activités de l'Observatoire de territoire d'industrie. Bonjour, merci d'être avec nous. François Bonneau, vous êtes président de la région Centre-Val de Loire. Merci beaucoup. Et François Marciano, qui nous reçoit ici, vous êtes directeur général de Duralex. Bonjour. Alors Caroline Granier, on va commencer avec vous. On a 28 minutes pour parler de l'industrie, de l'implication des acteurs locaux de la région pour assurer ce rebond industriel. Mais tout d'abord, à l'échelle nationale, est-ce que vous pouvez nous dire où en est la France, quelques éléments sur où en est la France dans sa course à la réindustrialisation ? Oui, bonjour. Si l'on appréhende la réindustrialisation à partir de l'emploi industriel, on observe une certaine stabilisation de l'emploi industriel, on va dire depuis 2012. Auparavant, on a connu quand même 30 décennies de baisse progressive de l'emploi industriel. En termes de part dans le PIB français, l'industrie a aussi une part qui est stable, autour de 10%. Et après la crise sanitaire, on a observé également des soldes positifs, des soldes entre la création et la destruction d'emplois positifs, et puis des ouvertures de sites plus grandes que celles des fermetures de sites. Mais attention, vous parlez de course à la réindustrialisation. On n'est pas dans une course de vitesse, on est plutôt dans un marathon. Donc il ne faut pas s'essouffler dès les 5 premiers kilomètres, et il faut garder une vitesse constante. Et donc vous êtes aussi coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie, donc vous avez une vision assez large des dynamiques industrielles de chaque territoire. Est-ce que vous pouvez nous dire si toutes les régions sont en marche vers cette réindustrialisation ? Alors oui, avec l'Observatoire des territoires d'industrie, donc qui est un partenariat entre la Fabrique de l'Industrie, la Banque des territoires, l'Institut pour la recherche de la Caisse des dépôts, l'Agence nationale de la cohésion des territoires, Intercommunalité de France et Région de France. Oui. On fait depuis 5 ans un tour de France des territoires industriels. Donc on a l'occasion de voir un peu l'état de santé de l'industrie. Il faut savoir déjà que l'industrie par nature est présente sur l'ensemble du territoire français. D'accord. Vous regardez les 183 territoires labellisés territoires d'industrie, vous voyez qu'il y a un maillage du territoire. Dans les villes les plus rurales, l'emploi industriel peut représenter 30%. Attention à ne pas exclure non plus les milieux urbains. Dans certains milieux urbains, la part de l'emploi industriel peut être très faible, mais typiquement, Grand Orly-Seine-Bièvre, au sud de la région parisienne, il y a 17 000 emplois industriels. Donc on est vraiment sur un secteur d'activité qui concerne la France entière. Mais bien sûr, on observe une hétérogénéité des trajectoires et avec une géographie qui semble un peu se renouveler parce que historiquement, l'industrie florissante de la France se situait principalement dans le nord et dans l'est de la France, et on observe sur les chiffres notamment de l'évolution de l'emploi industriel, un déplacement de l'emploi industriel vers notamment l'ouest de la France. Et donc en partie aussi au centre Val-de-Loire. Donc encore une fois, on a de l'industrie un peu partout, avec des territoires qui ont de meilleures performances que d'autres.
Donc, par exemple, les territoires peut-être qui sont aujourd'hui les plus dynamiques. On a Oui, c'est ça. l'habitude Ce serait l'ouest du coup de la France qui serait le plus dynamique? Oui, en termes d'emploi industriel, les territoires en Bretagne, Pays de la Loire, typiquement Vitré, les Herbiers sont très dynamiques, Ancenis-Châteaubriand. Après, on retrouve aussi des territoires dynamiques, attention, hein, dans l'est de la France, dans des régions qui sont historiquement industrielles, Bien comme sûr. anciennement Rhône-Alpes. Donc, je vais laisser François Bonneau faire un plus grand focus sur la région Centre-Val de Loire. Est-ce que vous pouvez d'abord nous donner le contexte historique industriel de la région? Bien sûr, et avec plaisir, parce que Centre-Val de Loire, c'est une grande région industrielle. C'est une région dans laquelle la part du PIB produite par l'industrie est de plus du tiers supérieure à la moyenne nationale. C'est une région dans laquelle les emplois industriels sont eux aussi plus du tiers supérieurs à la moyenne nationale. C'est une région d'industrie, c'est une région industrielle. Historiquement, vous avez raison. Et nous sommes ici à Duralex, on aura l'occasion de l'illustrer et de le dire. Mais ce qui compte, c'est aujourd'hui et demain. Oui. Et c'est une région industrielle pour aujourd'hui et demain. Je vous en donnerai rapidement quelques exemples. Centre-Val de Loire, avec Pôle Pharma, c'est plus de 53% de la fabrication des médicaments à l'échelle nationale. Plus de la moitié des médicaments fabriqués dans notre région, avec Sanofi, avec Novo Nordisk, avec Servier. Vraiment une région très marquée là-dessus. Mais c'est aussi, il y a un lien, c'est aussi la région de la cosmétique. Une part importante de la cosmétique est produite ici. Ici, c'est Dior, ici, c'est Guerlain, ici, c'est Shiseido. C'est vrai, avec toutes les entreprises sous-traitantes qui sont mobilisées là-dessus. Cette région, c'est aussi, et c'est peu connu, une région qui donne à l'industrie de la fabrication mécanique une place importante. Centre-Val de Loire, c'est la 4e région française pour la sous-traitance dans le domaine de l'aéronautique. Mais c'est aussi une région qui est engagée sur tout ce qui est l'automobile, même si aujourd'hui l'automobile est confrontée à une conversion importante, celle du moteur. C'est une région dans ce secteur qui est très très mobilisée sur les secteurs de l'armement, avec en particulier le Cher et Bourges. C'est l'épicentre de l'industrie française avec Thales, avec MBDA, etc. Donc une région d'industrie, et je disais une région d'industrie pour demain, parce qu'il faut y ajouter, vous y avez fait allusion, il faut y ajouter l'agroalimentaire. L'agroalimentaire qui historiquement dans notre région était moins développé qu'en Pays de la Loire, moins développé qu'en Bretagne, est aujourd'hui en train de se développer très fortement. Il faudrait citer bien évidemment Monin, il faudrait citer la laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel. Mais ce qui compte aujourd'hui, c'est la manière dont ces entreprises sont en train de viser demain. Viser demain, c'est quoi? Ce sont par exemple les extracteurs de protéines végétales. Hier, en Beauce, qui est une terre nourricière, céréalière, on avait essentiellement colza, blé, etc. On avait très peu de plantes à valeur protéinique. Aujourd'hui, on a des industries qui font de l'extraction de protéines végétales, c'est Intact, c'est laiterie de Saint-Denis-de-l'Hôtel, et qui développent très 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 fortement, qui poussent à la production de plantes protéiniques. Donc on est en train de conquérir des places importante en matière d'agroalimentaire, de transition agroalimentaire. Et il faudrait citer également Apivore, qui est une production très très appréciée aujourd'hui de tout ce qui est le substitut à la viande dans l'apport des protéines végétales. On va revenir après sur cette industrie de demain, mais donc ça, c'est ces industries agroalimentaires, cosmétiques, pharmaceutiques, ça c'est des nouvelles industries à la région par rapport à l'histoire industrielle Enfin, c'est une première question. Et comment s'est fait ce shift, si c'est le cas? L'histoire industrielle dans cette région, c'était par exemple l'histoire du caoutchouc. Nous avions une implantation de caoutchouc extrêmement importante. C'était l'histoire de la faïence. On a, pas loin d'ici, sur les bords de la Loire, à Gien, la faïencerie de Gien, qui a employé plus de 1000 salariés. C'était des industries, c'était la porcelaine dans le sud de notre région. On a encore quelques entreprises de ce secteur-là. Mais la mutation s'est faite. La mutation s'est faite avec beaucoup d'innovation, avec un réseau. On a la chance d'être une région à taille humaine. Une région à taille humaine dans laquelle les acteurs de la recherche, de l'innovation, du financement, de l'industrie se connaissent, se reconnaissent, se serrent la main, se rencontrent. Et donc, à partir de ça, nous avons véritablement inscrit tout cela dans un nouvel élan. Ce qui est important de dire, c'est la place de ces approches par
par grand domaine. Vous voyez, je suis très sensible à ça. Je crois qu'aujourd'hui, une entreprise toute seule, si elle n'est pas reliée à son environnement, C'est un maillage si territorial. le maillage territorial, mais avec des grappes d'entreprises correspondants. On a parlé de la fabrication mécanique, on a parlé de la cosmétique, etc. Ces familles-là, elles sont très importantes parce que ce sont elles qui permettent d'avoir des instituts de formation spécialisés, d'envoyer vers la recherche, vers nos grands laboratoires de recherche, un certain nombre de commandes. C'est très, très, très important que nous ayons une polarisation autour de grands secteurs. Parce qu'il y a les grandes entreprises, mais il y a, faut pas les oublier, la sous-traitance. Et la sous-traitance, qui est très importante, elle est très porteuse d'emploi. Et justement, Monsieur Marciano, vous qui êtes directeur général de Duralex, comment est-ce que vous vous inscrivez dans ce maillage territorial? Est-ce que vous le ressentez très fortement? Alors, bon, on va être très très clair dans ce maillage et surtout pour le public. Hein. Sans le soutien de la région, Duralex n'existerait plus aujourd'hui. Hein. Le démarrage a été d'aller voir le président, avec le président de la métropole, et de leur dire voilà ce qui se passe, voilà le projet, et de convaincre des hommes qu'un projet industriel est sauvable et peut être pérennisé dans le temps. C'est le soutien de la région, c'est le soutien de la métropole. C'est comme ça. On va revenir après sur vraiment toute l'histoire, bien sûr, du sauvetage par les salariés de l'entreprise, etc. Mais c'est vrai que Duralex, c'est quand même une entreprise qui a presque 80 ans. C'est quand même une entreprise intégrée dans son territoire, même s'il y a cette histoire récente qui change énormément de choses. C'est quand même une entreprise qui s'inscrit dans le maillage territorial. Alors, déjà, on a plus de 300 fournisseurs qui sont juste dans la région. Hein, donc, on fait travailler 300 fournisseurs. On a 380 fournisseurs, dont 300 font partie de la région. Hein, donc, on fait travailler un peu de monde autour de nous. Hein. Vous avez en plus les 250 salariés de Duralex. Et effectivement, on essaie de participer, depuis qu'on a repris en scope, aux animations et aux actions qui sont faites ici autour de la région. Parce qu'on reviendra dans une deuxième émission vraiment sur cet aspect beaucoup plus récent de l'entreprise. Mais jusqu'à présent, quelles étaient les forces du territoire qui vous ont permis, toujours Duralex, de se développer? Alors, c'est une question piège, hein, mais... Je crois que ce sont les femmes et les hommes oui, qui vivent sur le territoire. Vous savez, quand on a cette histoire de l'industrie, qui est vraiment un élément de notre territoire, on a une culture de l'industrie dans les familles. On a un plaisir de l'industrie dans notre famille. Quand Duralex est en situation de fragilité, il y a véritablement une mobilisation. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le principal élément pour tous les secteurs dont on a cité, dont on a parlé, c'est la compétence humaine, c'est la qualification, c'est le désir de porter à tous les niveaux, au niveau de l'opérateur, du technicien, de l'ingénieur, à tous les niveaux, de porter les compétences qui sont nécessaires pour l'industrie d'aujourd'hui et de demain. La compétence, elle est vraiment déterminante pour le devenir de nos industries. Vous voulez nommer, parce que je veux dire, en termes de compétences, vous avez justement tout ce qu'il vous faut. Est-ce qu'il y a tout un maillage territorial qui permet de développer ça? Alors c'est la suite qu'on est en train de donner avec la région et la métropole, c'est-à-dire former nos équipes pour les monter en compétences et adapter l'outil au marché. Hein, l'outil qui aujourd'hui est un vieil outil, hein, qui date, vous l'avez dit, l'année prochaine, ça aura 80 ans. C'est un outil qui a été conçu pour le flux poussé. On est maintenant en flux tiré. Il va falloir vraiment adapter cet outil au nouveau marché. Justement, Caroline Granier, on parle de compétences, etc. Qu'est-ce qui fait que, de votre regard peut-être plus théorique et vos visions des différents territoires, qu'est-ce qui permet aux régions d'assurer ce rebond? C'est la compétence en premier ou est-ce qu'il y a d'autres ingrédients? Il y a plein d'ingrédients, mais vous les avez à peu près tout cités. Ce qu'on remarque, c'est que chaque territoire a sa recette pour pousser la dynamique industrielle. Donc, bien sûr, il y a la compétence humaine. Il y a aussi la disponibilité du foncier, l'adéquation du foncier aux besoins des industriels. Vous avez cité la mise en réseau, extrêmement important, que ce soit un réseau interentreprises ou alors ça peut très bien être des coopérations entre une intercommunalité, une région, un industriel. Vous avez tous les facteurs, bien sûr, qui touchent à l'innovation, la question des infrastructures électriques, eau, qui viennent aussi jouer un rôle.
voilà, toutes les questions énergétiques, d'autant plus importantes aujourd'hui avec la hausse des prix. Donc il s'agit en fait pour chaque territoire finalement de trouver la bonne recette en fonction bien sûr des ressources dont elle dispose sur son territoire, parce que c'est facile de dire ça, et vous avez dit que l'important c'est la compétence humaine, et en fait il y a un ingrédient qui est vraiment clé, c'est que vous pouvez avoir ces différentes ressources disponibles, mais il faut qu'à un moment donné les acteurs le veuillent et les activent. Donc il faut, plus que finalement l'humain, il faut qu'il y ait cette volonté de se mobiliser et de se fédérer autour d'un projet industriel. Vous avez insisté sur le réseau, je me permets d'y revenir. Je crois que si on est attractif dans cette région, puisque souvent les régions industrielles elles sont moins bien situées au niveau de l'emploi, Centre-Val de Loire, on est régulièrement à 0,5, 0,6 points en dessous de la moyenne du chômage national, bien que région industrielle. Il y a un élément déterminant, c'est le réseau. C'est fédérer les acteurs. Fédérer les acteurs. Il y a 7 ans maintenant, j'ai créé une agence de développement qui regroupe la totalité des intervenants sur le domaine de l'économie. Que ce soit les intervenants des chambres consulaires, que ce soit les intervenants des intercommunalités, métropoles, agglomérations, que ce soit les intervenants de la région. Ils sont dans DevUp. C'est notre agence de développement. Si bien qu'il n'y a qu'une personne à frapper à la porte de l'entreprise. Et elle fait son affaire des enjeux de développement financier, des enjeux de développement technologique, des enjeux de compétences, des enjeux du marché à l'international, en allant chercher tout autour la compétence qui va servir. Il n'y a qu'un interlocuteur, ils bossent ensemble, et pour une entreprise, c'est fondamental parce qu'ils ont besoin d'une structure réactive, et notre agence de développement économique, je dis notre parce qu'elle appartient à tout le monde ici, notre agence est hyper réactive, ils ont besoin de capacités de mobilisation transversale, on n'a jamais que de l'international, que de la performance énergétique, que des besoins financiers, que des besoins de compétences, on a souvent besoin d'associer ces éléments-là, et cette agence de développement économique dans laquelle tout le monde se reconnaît, y compris l'État qui siège à l'agence de développement économique, c'est un outil unique, extrêmement rapide, très apprécié des entreprises qui veulent soit se développer, soit arriver. Et donc ça, ce serait un des leviers forts de réindustrialisation de la région. Est-ce qu'il y a d'autres leviers ? Oui, il y a d'autres leviers. Il faut faire de cette industrie une priorité. Vous savez, moi je crois à la réindustrialisation. Je pense que c'était totalement délirant quand il y a 30 ans, 20 ans, sur les grandes émissions du soir à la télé, on parlait d'une organisation de l'industrie qui allait se faire production en Asie, et puis nous on ferait le tourisme, et puis les marchés financiers. Une hérésie totale. D'abord, on est en train de s'apercevoir avec les médicaments que ça ne fonctionne pas, qu'il n'y a plus d'antibiotiques dans nos pharmacies, qu'il n'y avait pas de masque quand on a eu la crise Covid. Donc ça n'est pas possible. En plus, c'est perdre de la souveraineté à un niveau terrible. Donc il y a la conviction que l'industrie est un élément d'avenir. Le deuxième élément, c'est qu'il faut présenter nos formations comme des formations qui sont des formations très performantes, des formations du futur. Aujourd'hui, on a une numérisation à un rythme extraordinaire de la conduite des chaînes automatisées, de la conduite des machines de production, de tout ce qui est de l'ordre du stockage et de la logistique. Donc ce numérique qui est complètement articulé avec l'acte de production et de distribution, il intéresse les jeunes générations. Il faut mettre ça en avant, c'est pas leur vendre du rêve, c'est leur vendre la réalité d'aujourd'hui et de demain. Donc il faut vraiment avoir cette présentation et rendre attractives nos formations. Et M. Marciano, comment, voilà, c'est des enjeux que vous faites face, comment vous intégrez tout ça dans en tant que cas concret d'Uralex ? Alors, toujours avec l'aide de la région et de la métropole, on est en train de regarder pour remettre du photovoltaïque, de récupérer la gestion de l'eau de l'entreprise et de rendre plus vertueuse cette entreprise. Donc, il y a l'aspect vertueux, vous avez l'aspect économique, donc la souplesse de l'outil à amener et à rendre beaucoup plus flexible pour nos clients. Et vous avez le troisième volet, c'est la formation des équipes, où là, on a un réel problème, nous, industriels, où on n'a plus en face de nous des jeunes qui sont formés pour rentrer chez nous. Et alors que quand ils rentrent chez nous, ils adorent. Vous avez une industrie comme Duralex, où vous avez de la technologie de 1980, de 90, de 2000, de 2020. Donc, ils découvrent toutes ces technologies et donc ils sont passionnés quand ils viennent chez nous. Le problème, c'est d'aller les capter.
et l'école ne nous les fournit plus. Parce que comment vous faites du coup pour développer la formation? Est-ce que vous allez voir des acteurs pour pouvoir développer cet aspect-là? Et inversement, est-ce qu'il y a des acteurs terrain qui... C'est pareil, hein, via le concours de la région, on a mis en place une structure en interne avec un professeur en interne, hein, et on fait notre alternance en interne. Donc la classe est faite une semaine ils sont sur le terrain. Et c'est suivi et ça a été mis en place par la région. Ouais, peut-être 2 exemples complémentaires Oui. à ceux de François Marciano là-dessus. Quand il y a eu le stage de seconde, Mhm. avec les présidents régionaux de chambres de commerce, d'artisanat et d'agriculture, j'ai signé des milliers et des milliers et des milliers de courriers que j'ai envoyés à tous les responsables d'entreprise en leur disant, au mois de juin, vous avez la possibilité d'accueillir des élèves de seconde qui connaissent rien au monde parce qu'ils sont tout jeunes et qui ont envie de découvrir ce monde. Faites-leur une place, émerveillez-les. Faites en sorte que, notamment les secteurs qui sont les secteurs comme l'industrie, puissent devenir des secteurs qui les font rêver. Et nous avons bien avancé. Le deuxième élément, c'est qu'il y a certes les jeunes qu'il faut faire monter, mais on a aussi encore un certain nombre de gens qui sont privés d'emploi aujourd'hui et à qui il faut redonner de l'énergie. Et on a mis en place, avec les entreprises, un dispositif de formation des demandeurs d'emploi qui s'appelle DEFI, développement de formation inclusive. On va, avec France Travail, avec les missions locales, informer les gens qui sont privés d'emploi des possibilités d'emploi sur leur secteur, là où ils vivent. On leur fait découvrir avec les entreprises les emplois, la réalité des emplois. Ceux qui sont intéressés, eh bien, il y a une sélection qui est opérée en lien avec les entreprises. Et on dit aux entreprises, on va les former. Venez les former avec nous parce que vous allez être lieu de stage, vous allez faire passer un certain nombre de choses. Les entreprises participent à la formation et s'engagent derrière à les embaucher. Vous savez quelle productivité ça donne, cette affaire-là? On a plus de 9 personnes qui rentrent dans nos formations défis sur 10 qui entrent véritablement dans l'entreprise, qui sont salariés de l'entreprise derrière. Donc c'est des entreprises, des formations qui sont très localisées en lien avec le milieu économique. Caroline Granier, vous remarquez toujours une fédération forte au sein des régions qui veulent se réindustrialiser. C'est cette fédération des acteurs qui est peut-être quelque chose qui est porteur pour toutes les régions? La fédération d'acteurs, c'est l'élément clé en fait pour que l'industrie se redynamise ou continue sur sa lancée. Et justement, on ne l'observe pas sur tous les territoires. Typiquement, il y a des territoires qui, depuis 30 ans, ont de très bonnes performances et n'ont pas réellement connu de désindustrialisation, au sens où on l'entend très souvent avec la fermeture des mines, l'existence de friches sur le territoire, etc. Donc des territoires qui ont une histoire industrielle et qui ont une identité industrielle peuvent justement ne pas rebondir parce que quelquefois s'appuyer sur l'histoire donc, peut effectivement apporter un socle de compétences qu'il s'agit de redéployer vers les bons secteurs, mais quelquefois en fait on perd ses compétences et d'une génération à une autre finalement il n'y a pas de transmission de savoir-faire, il n'y a pas de transmission de cette culture industrielle parce que derrière il n'y a pas vraiment eu d'action ou de dispositifs qui ont été en faveur de cette transmission-là. Typiquement, nous, on a déjà entendu le discours des parents qui travaillent dans l'industrie, mais qui ne veulent pas que leurs enfants travaillent dans l'industrie. Il y a aussi cette situation-là, malgré tout, et c'est pour ça que tous les dispositifs qui sont mis en place à destination des jeunes, vous en avez cité déjà beaucoup dans votre territoire, mais il y en a plein d'autres. Nous, dans notre Tour de France, on s'aperçoit qu'il y a des escape games, des bus qui sont aménagés avec une ligne de production et qui se déplacent de collège et lycée en collège et lycée pour justement faire découvrir l'industrie. Encore une fois, l'action humaine et l'intention humaine sont extrêmement importantes. Oui, parce que c'est réindustrialisé, mais réindustrialisé bien, avec les bons axes. Et j'imagine également, on n'a pas trop parlé encore de décarbonation, de tous ces aspects verts, parce que c'est réindustrialisé dans une direction aussi qui fait sens avec notre nouveau monde. Est-ce qu'il y a des initiatives, des innovations qui sont faites à ce niveau-là dans la région? La réponse à votre question, elle est capitale à bien des titres. Elle est capitale parce que des entreprises fortement consommatrices d'énergie, si elles ne font pas une transition par rapport à l'énergie dont elles ont besoin, il est évident qu'elles vont financièrement et ne tiendront pas la distance.
elles seront englouties par la charge des énergies nécessaires. Mhm. Donc il faut apporter un certain nombre d'éléments de production, de récupération de chaleur, de récupération d'énergie, etc. C'est quelque chose d'absolument fondamental. Deuxièmement, la jeune génération, nous en parlions, la jeune génération qui arrive est hyper sensible au sujet de l'environnement. Et si l'entreprise industrielle est vécue comme étant le lieu de la pollution, de la négligence à l'égard de notre environnement, les jeunes n'y viendront pas. Si au contraire, parce qu'on va, comme Monin, c'est des sirops Monin, tout le monde connaît, comme Monin le fait actuellement, diviser par 5 ou 7 la consommation d'eau que l'on fait pour la production dans l'agroalimentaire. Si on a ces circuits de chaleur, si on a de l'économie circulaire, de la réutilisation de matière. Ici, on a une entreprise qui travaille, il y a beaucoup de sous-traitants qui font aujourd'hui la maroquinerie de luxe. Partout, sur le sud, sur le Loir-et-Cher, etc. On a beaucoup ça dans notre région. Vous avez des chutes. Est-ce que ces chutes, on les prend, c'est des chutes de cuir, est-ce qu'on les prend et on les met à la poubelle et les vend dans l'incinérateur? Non. Et actuellement, on travaille sur un projet avec la récupération de toutes ces chutes au niveau de la région, mais plus globalement en France, pour en faire un nouveau matériau qui va être réintégré. C'est une économie circulaire absolument fondamentale. Et puis, je crois qu'il faut inscrire nos entreprises. Vous savez, l'entreprise, un grand espace vert à côté, et puis un autre. C'est plus tout à fait ça qu'il faut faire. Il faut préserver les surfaces constructibles. Il faut, à chaque fois que c'est possible, non pas quand il y a des presses de 200 tonnes, mais à chaque fois que c'est possible, privilégier des constructions qui permettront de gagner en verticalité pour pas trop consommer le foncier. À chaque fois qu'on met des éléments de biodiversité au cœur des entreprises, et c'est possible dans pas mal de cas, à ce moment-là, on préserve l'environnement, on devient attractif pour les jeunes générations et on recrée la fierté de l'industrie. Monsieur Marciano, justement, vous avez parlé des tableaux, des panneaux photovoltaïques, mais vous nous disiez avant l'émission que vous avez réussi aussi à contenir ce coût énergétique que vous aviez. Et donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous avez fait avec Alors, il y a plusieurs sujets. Mon directeur industriel a travaillé l'existant. Donc, oui. à regarder le process et s'est dit, si je baisse là, que j'augmente là, je fais divers réglages, je vais gagner. Il a gagné 20% d'énergie consommée en moins sur le process, alors qu'on n'a rien changé. Hein. Il est en train de regarder les nouvelles technologies. Est-ce que le biogaz, on en parlait, hein, est-ce qu'on va rentrer du biogaz? On a déjà fait des tests qui sont déjà très positifs. On est en train de regarder, alors pour l'instant c'est vraiment les balbutiements, mais l'hydrogène, hein, regarder l'induction, enfin changer les modes pour ne plus consommer du gaz comme on en consomme aujourd'hui en fait. Hein. Donc on a vraiment une transformation énergétique à faire. Hein. Donc ça c'est... Sur les toitures, oui, ce que vous disiez. Oui. Marciano, sur les toitures, c'est quelque chose de fondamental. On a la chance dans cette région d'avoir un chef d'entreprise, il est dans le Loiret, il n'est pas loin d'ici, qui dirige Créawatt. Créawatt vient d'avoir un prix au niveau national, c'est une entreprise que nous soutenons très directement. Créawatt, c'est quoi? Eh bien, ce sont des panneaux photovoltaïques qu'on peut mettre sur des terrasses qui ne pourraient pas accueillir les panneaux plus lourds. Il a développé un concept tout à fait intéressant, tout à fait performant. Un panneau plus léger. Il a maintenant un réseau de poseurs partout en France et on voit vraiment des grands locaux industriels qui vont qui vont constituer une ressource supplémentaire avec la production d'énergie solaire. Et ça, c'est fondamental. En plus, c'est intéressant parce que ça ne consomme pas notre espace foncier. Eh bien, merci beaucoup à chacun d'entre vous pour vos interventions, vos analyses du monde industriel et vos retours terrain sur l'évolution du secteur industriel au sein de la région Centre-Val de Loire. Alors, je rappelle juste que ces échanges ont eu lieu entre Caroline Granier, qui est chef de projet à la Fabrique de l'Industrie et coordinatrice des activités de l'Observatoire des territoires d'industrie, François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, et François Marciano, directeur général de Duralex. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. On vous retrouve bientôt dans une autre émission de Smart Industries. Ce programme vous a été présenté par la Fabrique de l'Industrie, laboratoire d'idées.